Rencontre, une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman. Bonjour amis auditeurs, Jean Corcos au micro pour ce préenregistré réalisé le 11 juin 2013. Alors notre émission d'aujourd'hui sera particulièrement émouvante. D'abord parce que nous allons évoquer les assassinats de l'année dernière à Toulouse et Montauban et le carnage de l'école Ozar HaTorah où, pour la première fois depuis la libération, on a tué en France des enfants juifs. Mais émouvante surtout parce que je reçois sur mon plateau la maman d'une des victimes de Mohamed Merah. Bonjour Madame Latifa Imziaten. Bonjour monsieur. Alors merci d'avoir accepté de parler sur les ondes de notre station. Merci surtout pour tout ce que vous avez eu le courage et la volonté de faire depuis ce drame affreux qui a frappé votre famille. Le dimanche 11 mars 2012, 8 jours avant d'attaquer une école juive, celui qui n'avait pas encore de nom, pas de visage pour le public, tendait un piège mortel à votre fils et assassinait sa première victime, Imad Imziaten, parachutiste de 30 ans. Après lui, 2 autres jeunes parachutistes seront assassinés, Abel Chenouf, catholique d'origine algérienne, et Mohamed Legouat, musulman d'origine algérienne. Un 4e parachutiste, Loïc Libert, 28 ans, en réchappera, mais il restera malheureusement paralysé à vie. Et puis ce fut le massacre de Toulouse, Jonathan Sandler, ses enfants, Arié et Gabriel, et puis la fille du directeur de l'école, Myriam Monsonego. L'ignoble assassin a tout filmé, tout conservé pour ces meurtres qui ont brisé des familles juives, chrétiennes et musulmanes. On sait qu'il a crié « Allah Akbar » au moment où il tuait. Or justement, Madame Imziaten, précisément parce que vous n'acceptez pas de voir ainsi profaner le nom de Dieu, parce que vous êtes horrifiée par cet usage terroriste de l'islam, vous qui êtes croyante et pratiquante, vous avez décidé de vous battre. Nous allons parler de votre livre « Mort pour la France, Mohamed Merah a tué mon fils », édité aux éditions Flammarion. Nous allons parler de l'assassinat d'Imad, mais aussi de votre histoire, celle d'une immigrée marocaine qui, à force de travail et de sacrifice, a réussi une intégration parfaite et a élevé 5 enfants. Et nous parlerons aussi et surtout en deuxième partie de la fondation que vous avez créée et de votre combat pour qu'il n'y ait plus jamais de Mohamed Merah. On va commencer par votre vie, Madame Imziaten. Quel était votre état d'esprit en venant en France, je crois, toute jeune ? Oui, je me suis rencontré mon mari, et je suis tombée amoureuse et on s'est mariés. J'ai suivi mon mari en France. Et vous allez dans un pays complètement inconnu pour vous, vous n'avez pas eu peur de cela ? Non, pas du tout. Je suis rentrée, j'ai aimé mon mari, j'étais en sécurité et puis je suis rentrée dans un pays quand même, comme la France, c'est un pays de droit, un pays de liberté. Pourquoi je vais avoir peur hein ? Voilà, vous en parlez. Alors, très rapidement, hein, pour votre enfance marocaine, elle n'a pas été très drôle. Hein. Vous racontez que vous avez perdu votre maman toute jeune, vous avez été traité plutôt durement par votre belle-mère. Et donc, malgré cela, vous êtes arrivé, vous n'étiez donc pas du tout aigri et révolté. C'était déjà une leçon de courage quand vous étiez jeune. Révolté, je ne sais pas qu'est-ce que ça signifie le mot révolté. J'étais une jeune fille qui a souffert parce que j'ai perdu ma mère et j'ai été élevée par ma grand-mère. Et je suis rentrée mariée, comme je vous expliquais, voilà, et de fonder une famille, de vivre une vie normale en France. Alors, le premier chapitre de votre livre fourmille d'anecdotes, on voit que non seulement vous ne parliez pas français, mais vous étiez complètement analphabète et vous avez tout appris grâce au centre social de votre mairie. Vous avez exercé tous les métiers, employé de magasin, cuisinière dans une cantine scolaire, vous avez même fait les marchés. Et puis on voit des voisins gentils dont vous parlez. Hein. Je pense à cette voisine pied noir de Tunisie qui parlait l'arabe et qui vous a aidé dans vos démarches. Je pense à l'école où le mari de votre directrice vous a même indiqué le sens de la Mecque, alors que vous alliez prier discrètement dans le sous-sol donc du bâtiment. On a l'impression que vous n'avez pas été confronté au racisme. Or, c'est pas ce qu'on entend aujourd'hui des jeunes des cités. Comment vous expliquez ce changement ? D'abord, j'étais pas analphabète. Hein. J'ai quand même fait 3 ans à l'école au Maroc. Mais quand je suis entrée en France, ça c'est sûr, je parlais pas le français. J'ai parlé l'espagnol, je parlais l'arabe et j'ai appris sur le terrain, apprendre le français, apprendre à sortir, à connaître le pied grâce à mes voisins. Et j'ai pas trouvé de difficultés d'une vie normale dans un pays comme la France.
je vivais mon islam autant que française, mon islam normal. Personne ne vous montrait du doigt à cause de cela? Non, j'ai jamais eu de difficultés. Personnellement, la preuve, je travaille dans une école pas mal d'années et j'ai prié pas mal d'années dans cette école-là et j'ai prié à l'envers. Et un mari de directrice qui descendait à la cave, il m'a trouvé en train de prier. Et il attendait que j'ai fini ma prière et là, il m'a dit, Madame Ibn Ziatan, c'est pas de la sens de la Mecque. Et je dis, ah bon? Il m'a dit, je vous ramènerai la boussole et je vous montrerai. La preuve, vous voyez, il y a des gens qui sont gentils et tolérants. Tout à fait. Alors, au chapitre 2 donc, du livre, ensuite, vous évoquez la famille que vous avez fondée, donc 5 enfants, tous nés en France, ils sont tous français. 4 garçons, par ordre d'âge, je vais les citer. Hatim, le malheureux Imad, assassiné, d'ailleurs, qui avait un prénom très beau, hein, vous dites, ça signifie le pilier, son prénom. Et vous dites que vous aviez une relation fusionnelle avec lui. Votre fille, Ikram. Qui s'est marié, je crois. Oui. Et puis 2 autres garçons, Naoufal et Elias. Et puis, au chapitre 3, vous donnez plein de détails sur l'éducation que vous avez donnée à vos enfants. Beaucoup d'affection et en même temps strict. Tout à fait. Et on sait que la question de l'identité est très importante aujourd'hui parce qu'on voit de nombreux jeunes musulmans, finalement, qui se sentent déracinés et rejetés des deux côtés. Alors, ils se disent, on ne nous considère pas comme des Français. On n'est pas des Maghrébins comme nos parents qui sont venus ici. Quand on retourne au pays, on ne nous considère pas donc vraiment comme des Marocains ou comme des Algériens. Comment avez-vous réussi, c'est une question très importante, à ce que vos enfants assument parfaitement cette double culture? Ben ça, c'est tout à fait simple. C'est question de l'éducation. Quand on éduque nos enfants, de connaître la richesse du pays où ils sont nés et de le montrer aussi ma culture et ma tradition où je viens de l'autre côté de la Méditerranée. Et quand on fait le deux mélange, on a des bons résultats avec nos enfants. Et c'est ça que j'ai donné à mes enfants et j'ai réussi. Je croyais que j'ai réussi si c'était pas ce drame-là qui nous a frappés. Tout à fait, tout à fait. Mais voilà, c'est question d'éducation, c'est très important, c'est pour ça que j'insiste. L'éducation, c'est la base d'un enfant. Et c'est vrai que quand je pars dans les cités, ou quand je rencontre des jeunes hors de cité ou dans les écoles, ils sont différents parce que ils savent pas qu'est-ce qu'ils sont. Est-ce qu'ils sont étrangers ou ils sont français? Et ça, malheureusement, il faut qu'on les aide à connaître leur identité. On ne peut pas oublier les origines de nos parents, mais de le connaître aussi, qu'ils sont français et sont nés en France. Voilà, et d'ailleurs vous insistiez, hein, quand je me souviens par exemple dans un passage, vous dites, il ne faut pas que vous n'ayez que des amis d'origine maghrébine, il faut que vous ayez des amis qui soient des Français chrétiens, de toutes les religions finalement. Bien sûr, il faut connaître l'autre pour connaître sa culture, sa richesse. On ne peut pas rester entre nous, c'est pas possible. Quand on vit d'un pays, n'importe quel pays, soit la France ou ailleurs, on doit vivre ensemble, on doit se connaître, on doit se respecter. C'est ça d'appeler de vivre ensemble, c'est de connaître l'autre. Alors, on va peut-être toute dernière question, mais là c'est plus négatif. On va l'évoquer juste avant la pause publicitaire parce que quand même, quand on lit votre livre sur cette question du racisme, il y a 2 ombres noires qui traversent votre récit. Je veux dire que vos 2 fils se sont engagés pour la France. Donc Imad, donc parachutiste, mort pour la France, et puis Naoufal qui s'est engagé dans la police mais qui n'est pas resté. Vous a jamais expliqué vraiment pourquoi, mais on a l'impression qu'il ne se sentait pas bien. Et puis, lorsque vous avez eu cette horrible convocation au commissariat, dont vous veniez d'apprendre l'assassinat de votre fils, vous écrivez, page 123, « J'ai eu l'impression, pour la première fois de ma vie, qu'on nous traitait de la sorte parce que nous étions arabes. » Est-ce que vous pouviez raconter ce qu'on vous a dit dans ce commissariat ? Oui, effectivement, parce que vous savez, quand j'ai perdu mon fils et que j'ai pas encore vu si c'était vraiment lui ou pas, j'étais pas sûre et je disais peut-être il y a une erreur. Et quand on était convoqué à ce commissaire, au lieu de nous ramener voir mon fils, il nous a interrogé toute la famille. Il nous a humiliés.
Il nous a dit, est-ce que votre fils est trafiquant? Est-ce que votre fils... il n'a pas eu un mot gentil par rapport à vous? Vous étiez en deuil, vous avez perdu votre enfant? Pas du tout, pas du tout. Et moi, sur le coup là, j'étais pas sûre de moi. Je lui répondais à chaque question qu'il parlait. Je répondais à ce monsieur-là par respect. Et j'ai gardé tout mon calme parce que voilà, j'étais bien élevée. Je respectais ce monsieur parce qu'il est policier. Il me posait des questions. Je trouvais ces questions, elles n'étaient pas normales. Elles étaient mal placées. Mais j'attendais que je voie mon fils d'ailleurs, si c'est vraiment lui ou pas. Et c'est un souvenir. Et là, j'ai compris pourquoi mon fils il a démissionné. Votre fils policier. Mon fils qui est policier. Ouais. C'est pour ça que je ne dis pas tous les policiers sont mauvais, mais il y a certains qui le sont. Malheureusement, parce qu'ils ne nous ont pas respectés. Ils nous ont pas respectés, ils nous ont humiliés avec toutes ces douleurs et cette souffrance en nous. Et il a continué à poser des questions. Il m'a même dit, est-ce qu'il y a un fils qui sera jaloux, qu'il est capable de tuer son propre frère? Vous vous rendez compte que votre fils, il est à la morgue, vous ne savez pas si c'est lui ou pas, vous ne savez pas qui c'est qui l'a tué, vous n'avez pas de nom, et quelqu'un qui vous dit en face de vous, est-ce qu'il y a un frère qui sera capable de tuer son propre frère? Vous savez, c'était quelque chose, moi et ma famille, on était... À 5, on était perdus à Toulouse. Je ne croyais pas qu'on marchait sur une sole, je croyais qu'on marchait sur les marches. Et ça, c'est quelque chose qui restera toujours gravé dans ma vie. Absolument. Alors, Latifa Mizaten, on ne saura jamais pourquoi votre fils et les autres militaires ont été choisis, précisément, donc pour ces assassinats. Bon, c'est clair que c'était la France qui était visée. D'où le titre, d'ailleurs, mort pour la France. On sait que Mohamed Merah n'a pas agi seul, on sait qu'il avait des complices, d'ailleurs, qu'on commence à arrêter, après son frère Abdelkader et puis d'autres. Il était fiché à la DCRI. On sait que c'était un jeune voyou, radicalisé en prison, qui avait fait des voyages suspects au Pakistan, en Afghanistan. Alors, dans sa logique folle, il voulait tuer, peut-être en particulier, des soldats musulmans, en disant, il tue d'autres musulmans. Mais votre fils, vous reproduisez ses états de service. Hein. Je crois qu'il n'a jamais été en Afghanistan. Non, jamais. Jamais. Non. Voilà. Et puis alors, triste ironie aussi, parce que votre fils, que dans son délire, il présentait comme un traître à l'islam, il est intégré dans le village de Mdik, au Maroc. Et là, vous racontez, c'est particulièrement émouvant, la foule immense qui vous a accompagné là-bas. Et comment le roi, Sa Majesté Mohamed VI, vous a réconforté, vous a soutenu depuis ce meurtre. Donc, voilà, on sent vraiment que votre pays d'origine, le Maroc, était vraiment avec vous dans cette épreuve terrible. Tout à fait. Et par contraste, je suis obligé d'en parler, même si vous ne l'évoquez pas dans votre livre, dans le pays voisin d'origine des parents de Mohamed Merah, l'Algérie, on a entendu des drôles de choses dans la presse. Un complot, entre guillemets, des services secrets français. Vous avez vu que l'avocate algérienne de la famille a porté plainte contre la France. Est-ce que ce n'est pas déchirant de voir ça, cette différence entre le Maroc et l'Algérie? Moi, la seule chose que je dis à chaque fois, et je répète, ces familles, ils devaient rester en silence. Parce que quand ils parlent ou quand on entend leur nom, ça fait plus mal pour les familles. La seule chose, moi, tout ce que je demande, qu'ils peuvent rester en silence, c'est mieux. Parce que je sais, eux aussi ils souffrent. Parce que vous savez, quand on a un enfant qui assassine cette victime gratuitement, c'est pas facile non plus pour eux. Alors, il faut mieux qu'ils restent en silence. Tout à fait. Et qu'ils respectent les autres victimes. Tout à fait. On n'en parlera pas plus, mais on a pensé évidemment à ce qu'on a vu à la télévision. Il y avait des choses qui valait mieux ne pas montrer, mais malheureusement qui sont passées. Alors, vous évoquez au début de votre livre la confrontation terrible que vous avez eue dans le quartier des Izards à Toulouse, qui est là donc justement où habitait l'assassin de votre fils. Et vous dites comment vous avez été bouleversé d'entendre un jeune qui ne vous connaissait pas, donc vous n'avez pas reconnu, et qui a dit « Ah, madame, Merah, c'est un martyr, c'est un héros de l'islam, il a mis la France entière à genoux. » Alors vous avez répondu fermement, mais cela vous a donné donc l'idée de créer l'association IMAD pour la jeunesse et la paix. Je voudrais que vous nous parliez de cette association et je voudrais que vous nous dites déjà, qu'est-ce que vous avez fait pour cette association ? Déjà, pour créer cette association, il fallait ce clic quand j'entendais ces jeunes, parce que quand j'ai vu le lieu où il était assassiné, mon fils, qui n'avait pas d'aide, qui était un dimanche après-midi, et je suis sûre et certain que mon fils, il est mort en souffrance.
Et ça m'a poussé d'aller voir cette personne, où il a grandi, où il a vécu, pour de voir autant de haine, pour faire un compte comme ça pour mon propre fils et pour les autres victimes. Je trouve pas ça normal. Et quand je me suis allée sur place toute seule, j'ai pas eu peur. Et j'ai posé cette question, est-ce que vous connaissez Mohamed Merah? Et là, ils ont tous rigolé, ils m'ont dit, Mohamed Merah, madame, vous lisez pas, vous regardez pas la télé, vous lisez pas les journaux. Mohamed Merah, c'est un héros, c'est un martyr de l'islam. Et il a voulu faire le monde à genoux. Et là, j'ai encaissé, j'ai resté en face, je ne voulais pas pleurer. Et quand je me suis présentée, là, je voyais un changement de ces gens-là. C'est pour ça que j'ai dit, ces jeunes, ils ont besoin de cadrer. Ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin qu'on les écoute. Parce que quand je me suis présentée, je vous assure, c'était un changement total. Et c'est pour ça que j'ai créé cette association, à tendre la main à ces jeunes qui étaient à cause de ma souffrance aujourd'hui. Et c'est pour ça que je voudrais les aider de sortir de cité, de voir plus de lumière, de les entendre surtout. Qu'est-ce qu'ils veulent et pourquoi autant de haine. Et en pratique, lorsque vous les rencontrez, là, par exemple dans votre livre, il y a un chapitre sur Échirol, où il y a eu aussi une horreur, hein, Kevin et Soufiane qui ont été massacrés pour rien aussi par une bande. Vous sentez que vous leur donnez de l'espérance simplement en leur parlant? Bien sûr, quand on parle avec un jeune et on voit ce jeune-là, il vous écoute, il vous pose des questions et il a la larme aux yeux, je sens que le message y passe. Et ça, c'est très important. Et aussi, je passe le message aussi aux certains parents qui ont baissé les bras. Parce que ça, c'est important aussi. Parce que vous savez, l'éducation, ça se passe à la maison. Et quand on donne tout ce qu'on peut, on peut réussir à quelque chose. Mais si on fait pas nécessaire au début, c'est pas à l'âge de 14 ans ou 15 ans qu'on peut éduquer. C'est trop tard après d'éduquer un adolescent. Il faut commencer tout de suite. Voilà, il faut commencer de jeune âge pour donner un bon cadre à un enfant et de... Alors justement, et là c'est à la fois à la femme et à la mère que je m'adresse, il y a une très belle lettre aux jeunes à la fin de votre livre. Et vous dites des choses qui sont simples et belles à la fois. Vous écrivez « Toutes les femmes sont respectables, à commencer par votre maman. N'oubliez pas que nous vivons dans un pays où la femme est l'égale de l'homme. » Et puis vous parlez même de cette insulte horrible qui fait rire certains, mais qui n'a rien de risible. « Nique ta mère. Jamais je ne comprendrai un tel manquement à la morale et à la religion. » Or, on sait que Mohamed Merah a grandi dans un foyer qui était marqué par les violences conjugales. On sait qu'il a été abandonné par sa mère. C'est pas une excuse, bien entendu, mais voilà, c'est ce qu'on sait de son parcours. Est-ce que la clé, finalement, pour l'intégration à la fois des populations immigrées et des jeunes, est-ce que c'est pas d'abord l'épanouissement des femmes, des mamans ? C'est pour ça que je vous dis, normalement, l'éducation, c'est les parents, c'est très important. C'est le pilier. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la mère, parce que la mère, c'est le pilier de la maison. Le père, il doit être la même chose. Le père et la mère, quand on fait un enfant, on est responsable. Mais la mère, c'est elle qui porte beaucoup de choses et beaucoup de complicité avec l'enfant. Et c'est à elle de voir son fils. Quand je vois le parcours de Mohamed Merah, c'est pour ça que je dis d'ailleurs c'est un victime aussi, parce que il manquait d'amour, il manquait d'être éduqué avec sa propre famille, il était livré à lui-même, il a touché de la drogue, il était en prison, et c'est pour ça que c'est pas une excuse de devenir un assassin, mais quand on voit un enfant comme ça, même autant mère, je vois mon fils qui n'allait pas très bien, j'appelle de l'aide, j'appelle au secours, pour qu'on peut venir à l'aide. On ne peut pas laisser un enfant qui devient assassin ou de laisser récupérer par quelqu'un d'autre. Tout à fait. Alors, Latifa Ibn Ziaten, vous parlez peu dans votre livre du drame de l'école de Toulouse, parce que, en fait, quand ça s'est passé, vous étiez déjà complètement effondré, donc par la nouvelle de la mort de votre fils, mais on sait, et on a vu dans la communauté juive toutes les cérémonies, marches, commémorations auxquelles vous avez participé, et je sais que vous rencontrez souvent les familles des victimes juives, et dans cette fameuse lettre, donc ouverte aux jeunes musulmans de France, vous dites des choses très vraies. Je vous cite, « Le Coran reconnaît aux Juifs leur statut de peuple élu par Dieu pour diffuser son message. Moïse est considéré comme l'un des prophètes majeurs. Abraham est lui aussi l'ancêtre des Arabes. » Alors, c'est très beau, mais comment le faire entendre par une voix plus forte que la vôtre ? Qui doit le dire ? Est-ce que ça doit être des imams qui le disent ? Oui, c'est le rôle des imams qui doivent dire à chaque fois
quand on est à la mosquée, quand on fasse la prière, on doit expliquer ça à nos jeunes et que ça sera traduit en français pour qu'ils comprennent le sens et le respect des autres religions. C'est très important. Alors, nous arrivons à la fin de cette émission. Je voudrais peut-être évoquer deux choses. La première, c'est donc pour votre association, je crois que vous avez un dîner de soutien. Oui. Est-ce que vous pouvez en parler ? J'organise un dîner de soutien pour récolter de fonds, pour amener des jeunes collégiens au Maroc pour connaître la culture de l'autre et de vivre ensemble. C'est très important. Voilà, c'est l'association qui a décidé d'organiser et de donner l'espoir et connaître la culture de l'autre et de vivre ensemble en respect. D'accord. Tout le monde peut s'inscrire à ce dîner parmi nos auditeurs ? Bien sûr. Alors je vais peut-être donner des informations pratiques. Donc ce dîner de soutien est organisé le lundi 1er juillet à 19h30. Et pour réserver, donc je vais donner 3 numéros de téléphone. Je crois qu'on peut également aller directement sur le site Association IMAD. Tout à fait. Donc ces téléphones 06 86 53 31 10, le 07 51 30 06 57 et le 01 72 71 86 00. Et pour s'inscrire pour ce dîner, il faut téléphoner avant le 20 juin prochain. La deuxième chose dont je voudrais parler, c'est à la mairie d'Aubervilliers, vous participez à une rencontre débat. Quelle réponse citoyenne face aux menaces de l'intégrisme religieux dans les quartiers populaires ? Et donc vous apporterez votre témoignage et il y aura plusieurs personnalités issues de la diversité donc dans le cadre de ce débat. C'est le mercredi 19 juin à 19h à la mairie d'Aubervilliers. Merci Madame Ibn-Ziaten. Merci à vous. Merci beaucoup. Je rappelle donc une dernière fois votre livre qu'il faut vraiment lire parce que c'est écrit avec énormément de sincérité. Donc votre vie, les aspects lumineux que vous avez connus et malheureusement ce drame qui vous a amené donc à créer donc cette association IMAD pour la jeunesse et la paix. Donc de Latifa Ibn-Ziaten, Mort pour la France. C'est aux éditions Flammarion. Merci de nous avoir suivis, amis auditeurs. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Au revoir. Merci à vous. Rencontre. Une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman.